À l'époque, je n'aimais pas vraiment lire. Les livres étaient surtout pour moi des devoirs imposés par l'école. Et je n'arrivais pas forcément à comprendre ce qu'ils voulaient vraiment raconter. C'est ma professeure de français qui m'a fait découvrir Des fleurs pour Algernon. Pourtant au début, ce n'était pas gagné. J'ai eu 4 sur 20 à presque tous les contrôles sur ce livre. Mais avec le temps, mon regard a changé. En grandissant, j'ai compris que ce roman ne parlait pas seulement d'une expérience scientifique qui augmente l'intelligence d'un homme. Il parlait surtout d'un sujet plus universel. La façon dont la société regarde ceux qui sont différents, notre besoin d'être accepté et la manière dont le regard des autres peut influencer notre propre vision de nous-mêmes. Et finalement, c'est une idée qu'on retrouve aussi dans beaucoup de jeux vidéo. Des personnages comme Sora dans Kingdom Hearts, Nines dans Nier Automata ou encore certains protagonistes de personnages cherchent tous d'une manière différente à comprendre qui ils sont et quelle place ils occupent dans le monde. C'est ce qui rend Des fleurs pour Algernon encore aussi actuel aujourd'hui. Derrière l'histoire de Charlie, il y a une question qui nous concerne tous. Est-ce que devenir meilleur aux yeux des autres suffit à devenir heureux ? Est-ce que l'intelligence change réellement notre valeur en tant que personne ? Est-ce que nous cherchons parfois à changer qui nous sommes uniquement pour être acceptés ? Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur une question. Est-ce que devenir quelqu'un de meilleur aux yeux des autres signifie forcément devenir meilleur pour soi-même ? Partie 1, Charlie Gordon. Je m'appelle Charlie Gordon et je travaille à la boulangerie Donner. Monsieur Donner me donne 11 $ par semaine et du pain ou des gâteaux si j'en veux. J'ai 32 ans et mon anniversaire est le mois prochain. J'ai dit au docteur Strauss et au professeur Nemur que je ne sais pas bien écrire. Mais il dit que ça fait rien, il dit que je dois écrire comme je parle et comme j'écris les compositions dans la classe de Miss Kinyan, au cours d'adultes attardés du collège Beekman. Charlie a 32 ans, il travaille dans une boulangerie, possède une déficience intellectuelle et suit des cours du soir avec son institutrice, Alice Kinyan. Dès les premières pages, le roman adopte une forme très particulière. Nous lisons les rapports de progrès que Charlie écrit lui-même. Son orthographe est pleine de fautes. Genre dès le compte-rendu 1, on voit qu'il y a des fautes. 3 mars, le docteur Strauss dit que je devais écrire tout ce que je pense et que je me rappelle de tout ce qui m'arrive, à partir de maintenant. Ces phrases sont maladroites, mais elles révèlent immédiatement quelque chose de beaucoup plus important que son niveau intellectuel, son immense sincérité. J'espère que j'aurai pas à écrire trop de compte-rendu, parce que ça prend beaucoup de temps et je me couche très tard et que je suis fatiguée le matin pour travailler. Gimpy m'a crié dessus parce que j'ai laissé une plaque avec plein de petits pains que je portais au four. Ils ont été salis, et j'ai dû les essuyer avant qu'ils puissent les mettre à cuire. Gimpy me crie tout le temps dessus quand je fais mal quelque chose, mais en réalité il m'aime bien, parce qu'il est mon ami. Si je deviens intelligent, qu'est-ce qui serait drôlement surpris ? Il écrit par exemple « J'espère qu'ils vont me rendre intelligent ». Cette phrase paraît presque enfantine. Pourtant elle résume tout le personnage. Charlie ne rêve ni de richesse, ni de célébrité, ni de pouvoir. Son seul souhait est de comprendre les autres et d'être enfin accepté. Plus loin, il écrit une phrase qui résume toute sa solitude. 21 mars. Nous nous sommes bien amusés à la boulangerie aujourd'hui. Carpa dit « Hé, regarde où Charlie a eu son opération. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait, Charlie? Ils t'ont mis un peu de cervelle ?» J'ai failli leur dire que j'allais devenir intelligent. Mais je me suis rappelé que le professeur Nemur avait dit non. Puis Franck Rayy a dit « Qu'est-ce que tu as fait ?» Charlie, tu as ouvert une porte de la tête la première. Cela m'a fait rire. Ils sont mes amis et ils m'aiment bien. J'ai toujours voulu avoir beaucoup d'amis. Le plus tragique, c'est que Charlie croit déjà en avoir. À la boulangerie, ses collègues rient constamment avec lui. Du moins, c'est ce qu'ils pensent. Pour lui, ils sont gentils. Ils plaisantent avec lui et passent de bons moments ensemble. Le lecteur, lui, comprend rapidement une vérité que Charlie est incapable de voir. Il ne rit pas avec lui, mais de lui. Hier soir, Jocap et Franck m'ont invité à une petite fête. Il y avait des tas de filles et Gimpy était là. Et Ernie aussi. Je me rappelais combien j'avais été malade la dernière fois que j'avais trop bu et j'ai dit à Jo que je ne voulais rien boire. Il m'a donné un simple Coca-Cola. Il avait un drôle de goût mais je pensais que c'était parce que j'avais mauvaise bouche. Il m'a poussé contre elle et elle a dansé avec moi. Je suis tombée 3 fois et je ne pouvais pas comprendre pourquoi car personne d'autre ne dansait en dehors d'Hélène et moi. Et tout le temps je tombais parce qu'il y avait toujours le pied de quelqu'un qui dépassait. Il faisait cercle autour de nous et riait de la manière dont nous dansions. Il riait plus fort chaque fois que je tombais. Et je riais aussi parce que c'était tellement drôle. Mais la dernière fois que c'est arrivé, je n'ai pas ri. J'ai voulu me relever et je m'a fait retomber. Cette différence est essentielle. Charlie est probablement le dernier à comprendre qu'il est le centre de la moquerie. Parce qu'il manque des codes sociaux, il interprète les humiliations comme des marques d'affection,
C'est douloureux, non seulement parce qu'il souffre, mais surtout parce qu'il ne sait même pas encore qu'il souffre. C'est précisément ce qui rend Charlie si attachant. Malgré tout ce qu'il subit, il reste profondément gentil. Il ne nourrit aucune haine. Il continue de croire aux autres, il essaie d'essayer de progresser. Il travaille dur dans sa boulangerie, fait ses devoirs avec sérieux, et remercie sincèrement ceux qui prennent du temps pour lui. Cette situation me fait penser à beaucoup de jeux vidéo où la valeur d'un personnage est réduite à ses statistiques de départ. Dans un RPG, lorsqu'un personnage commence niveau 1, les PNJ ou même certains joueurs les considèrent comme inutiles. Pourtant, ceux qui connaissent le genre savent qu'un personnage ne se résume jamais à ses chiffres. Son potentiel dépend de son évolution, mais aussi de ce qu'il est en tant qu'individu. Charlie est exactement traité de cette manière. La société ne voit qu'une seule statistique, son intelligence. Tout le reste disparaît. Sa générosité, son courage, sa curiosité, son empathie. Rien de tout cela ne semble compter. Cette idée rappelle aussi plusieurs héros de jeux vidéo dont l'identité est construite autour du regard des autres. Dans Final Fantasy VII, Cloud Strife passe une grande partie de son histoire à essayer d'être l'homme qui pense que les autres attendent de lui. Il se construit une identité idéale avant de découvrir qu'il ne sait même plus réellement qui il est. Dans Cyberpunk 2077, Vi lutte constamment contre une personnalité étrangère qui envahit progressivement son esprit. Le jeu pose une question similaire. Si nos souvenirs, notre personnalité ou notre façon de penser changent, sommes-nous encore la même personne ? Charlie, lui, va vivre une transformation encore plus radicale. Grâce à une opération expérimentale déjà réussie sur une souris, nommée Algernon, son intelligence va augmenter à une vitesse extraordinaire. Au début, cela ressemble au rêve parfait. Enfin, Charlie va devenir celui qu'il a toujours voulu être. Mais comme dans beaucoup de jeux vidéo, gagner des niveaux ne résout pas forcément les vrais problèmes. Chaque nouvelle capacité débloque aussi de nouvelles souffrances. Plus Charlie comprend le monde, plus il réalise la violence qu'il ignorait jusque-là. Il découvre que ceux qu'il appelait ses amis étaient souvent ses bourreaux. Il comprend les blessures de son enfance. Il voit les manipulations, les hypocrisies et les contradictions des adultes. Plus son intelligence augmente, plus son innocence disparaît. Et c'est là que Des fleurs pour Algernon cesse d'être l'histoire d'un homme qui devient intelligent. Le roman nous pose une question beaucoup plus dérangeante. Est-ce que comprendre davantage le monde nous rend réellement plus heureux ? Partie 2. La psychologie de Charlie avant l'opération. Avant même l'opération, Daniel Keyes montre que la plus grande difficulté de Charlie n'est pas seulement sa déficience intellectuelle. C'est le fait qu'il vive dans un monde dont il ne comprend pas complètement les règles. Cela apparaît dès les évaluations psychologiques précédant l'expérience. Lors du célèbre test de Rorschach, le psychologue lui présente des taches d'encre et lui demande ce qu'il voit. Charlie répond avec une sincérité désarmante qu'il ne voit que de l'encre sur une feuille. Il ne comprend pas que les chercheurs attendent une interprétation imaginaire. Plus tard, il écrit « Je ne sais pas ce qu'il voulait que je dise ». Cette phrase paraît anodine, mais elle révèle une profonde anxiété. Charlie ne cherche jamais à contredire les autres. Il cherche constamment à deviner la bonne réponse. Son objectif n'est pas d'exprimer ce qu'il pense, mais de satisfaire les attentes de ceux qui l'entourent. En psychologie, cette attitude rappelle ce qu'on appelle la validation externe. L'estime de soi ne repose plus sur son propre jugement, mais sur l'approbation des autres. Charlie mesure sa valeur à travers les regards des scientifiques, d'Alice ou de ses collègues. Lorsqu'il échoue à un exercice, il ne pense pas que le test est difficile, il conclut simplement qu'il est mauvais. On observe également cette fragilité lors de ses cours avec Alice Kinyan. Charlie travaille énormément, mais chaque difficulté devient une source de frustration. À plusieurs reprises, il s'excuse de ne pas comprendre assez vite. Il écrit par exemple « J'ai dégagé mon bras et j'ai montré Bird de la tête. J'en ai assez et je suis fatigué de voir que les gens se moquent sans arrêt de moi. C'est tout. Peut-être que je me rendais pas compte avant, mais maintenant je le sais et cela ne me plaît pas. Personne ne se moque de toi ici, Charlie, a dit Némur. Et ces taches d'encre, l'autre fois, Bird m'a dit qu'il y avait des images dans l'encre et que tout le monde pouvait voir et que je sais très fort. » Ces quelques mots résument son état d'esprit. Charlie n'est pas paresseux. Au contraire, il fournit probablement plus d'efforts que tous les autres personnages du roman. Pourtant, ces efforts passent inaperçus parce que la société ne juge que le résultat. Cette situation fait écho à Persona 5. Les Phantom Thieves sont constamment définis par l'image que la société leur impose. Délinquants, menteuses, artistes ratés. Avant même d'agir, ils sont enfermés dans une identité choisie par les autres. Charlie subit un mécanisme similaire. Son entourage ne voit plus un homme, mais une étiquette, l'idiot de la boulangerie.
Peu importe sa gentillesse ou son courage, cette image semble impossible à effacer. Avant même que l'opération ne commence, le lecteur comprend donc que le véritable enjeu du roman n'est pas de savoir si Charlie deviendra plus intelligent. La vraie question est bien plus inquiétante. Que va-t-il se passer lorsqu'il sera enfin capable de comprendre tout ce qu'il ne voyait pas jusque-là? Partie 3. L'évolution psychologique de Charlie après l'opération. Après l'opération, Charlie connaît une progression spectaculaire. Au début, tout ressemble à un rêve. Son intelligence augmente de jour en jour. Les livres qui lui semblaient autrefois incompréhensibles deviennent limpides et chaque découverte lui donne l'impression de voir le monde pour la première fois. Dans ses rapports de progrès, son écriture change progressivement. Les fautes d'orthographe disparaissent. Les phrases deviennent plus longues. Le vocabulaire s'enrichit. Daniel Keyes ne nous dit pas seulement que Charlie devient plus intelligent. Il nous le fait ressentir à travers la manière dont Charlie écrit. C'est l'une des plus grandes forces du roman. Charlie décrit cette sensation en écrivant « C'est comme si mon esprit s'ouvrait » ou encore « Je vois maintenant des choses que je ne voyais pas avant ». Puis l'histoire, les mathématiques, la physique, j'apprends. J'ai toujours des cassettes qui tournent la nuit, mais cette fois c'est pour apprendre des langues étrangères. L'intelligence ne lui apporte pas seulement des connaissances, elle transforme complètement sa perception de la réalité. Chaque journée ressemble à la découverte d'un nouveau monde. Cette évolution rappelle les RPG où chaque montée de niveau débloque de nouvelles compétences. Mais des fleurs pour Algernon détournent complètement cette mécanique. Dans un jeu vidéo, devenir plus puissant permet généralement de vaincre les ennemis qui semblaient autrefois impossibles. Charlie, lui, découvre que chaque niveau gagné lui enlève une illusion qui le protégeait. Le premier choc concerne son passé. À mesure que son intelligence progresse, Charlie commence également à retrouver des souvenirs de son enfance qu'il avait longtemps enfuis. Au départ, ces réminiscences apparaissent sous forme de rêves confus, puis elles deviennent de plus en plus précises. Il se souvient notamment de sa mère, Rose Gordon, qui refusait d'accepter sa déficience intellectuelle. Obsédée par l'idée d'avoir un fils normal, elle alternait entre l'affection, la colère et le rejet. Charlie revoit les moments où elle le forçait à apprendre, où elle se mettait en colère lorsqu'il n'y arrivait pas, et surtout la manière dont elle finissait par le considérer comme une honte pour la famille. Il comprend alors que de nombreuses blessures qu'il croyait oubliées ont en réalité façonné toute sa personnalité. Son besoin constant de faire plaisir, sa peur de décevoir et son désir presque obsessionnel de devenir intelligent ne sont pas apparus par hasard. Il trouve leurs origines dans cette enfance marquée par le rejet. En psychologie, ce phénomène s'apparente à la mémoire traumatique. Certains souvenirs douloureux peuvent rester enfuis pendant des années avant de réapparaître lorsque la personne acquiert les ressources nécessaires pour les affronter. L'intelligence nouvelle de Charlie ne crée donc pas de ses souffrances, elle lui permet enfin de les comprendre. Cette évolution rappelle Silent Hill 2. James ne découvre pas de nouveaux événements au cours de son voyage. Il redécouvre progressivement une vérité que son esprit avait enfuie pour se protéger. Dans les deux œuvres, la progression n'est pas seulement intellectuelle. Elle consiste à affronter un passé que le personnage n'était pas encore capable de regarder en face. Notre identité repose sur la manière dont nous interprétons nos souvenirs. Lorsque cette interprétation change, c'est toute notre histoire personnelle qui est bouleversée. Charlie ne perd pas seulement son innocence, il perd aussi les souvenirs heureux auxquels il s'accrochait depuis toujours. Cette idée fait énormément penser à Disco Elysium. Tout au long du jeu, le détective reconstruit progressivement son passé. Chaque souvenir retrouvé répond à une question, mais en ouvre une autre, souvent plus douloureuse. Plus il comprend qui il était, plus il découvre ses propres blessures. Dans les deux œuvres, la connaissance n'est jamais une récompense, elle est un poids. Charlie commence ensuite à observer les autres avec un regard totalement nouveau. Les chercheurs qu'il admirait deviennent profondément humains. Le professeur Nemur, qui considérait presque comme une figure paternelle, lui apparaît soudain comme un homme orgueilleux, jaloux de son intelligence et davantage préoccupé par sa réputation que par le bien-être de son patient. Lors d'un congrès scientifique, Charlie comprend qu'on le présente davantage comme un objet d'expérience que comme une personne. Il refuse cette déshumanisation et affirme son individualité devant tous les chercheurs présents. Pour la première fois de sa vie, il cesse d'être le sujet Charlie Gordon et revendique le droit d'être simplement Charlie. L'évolution de Charlie bouleverse également sa relation avec Alice Kinyan. Merci Charles pour ce dîner. Elle m'appelle Charles. Non plus Charlie. J'ai perdu lui. Privilège de l'intelligence, sans doute. Je suis plus le gentil Charlie, mais Charles.
Au début du roman, Alice représente le savoir inaccessible. Charlie la regarde avec admiration et dépend entièrement d'elle. Mais à mesure que son intelligence dépasse celle de tous ceux qui l'entourent, leur relation s'inverse complètement. Charlie devient parfois impatient, voire condescendant. Il analyse les réactions d'Alice avec une précision presque clinique, incapable de retrouver la simplicité émotionnelle qu'il existait auparavant. Daniel Keyes montre ici un paradoxe fascinant. Plus Charlie comprend les mécanismes psychologiques des autres, plus il éprouve des difficultés à créer un véritable lien avec eux. Son intelligence grandit plus vite que sa maturité affective. Puis arrive Algernon. Au début, la souris représente l'espoir. Charlie est fier lorsqu'il réussit enfin à la battre dans les labyrinthes. Mais très vite, Algernon commence à changer. Son comportement devient instable. Elle oublie les chemins qu'elle connaissait parfaitement et perd progressivement les capacités acquises grâce à l'expérience. Charlie comprend immédiatement ce que les scientifiques refusent encore d'admettre. Il écrit « Algernon est en train de régresser ». À partir de cet instant, le roman change complètement de ton. Charlie ne cherche plus à devenir plus intelligent. Il cherche désespérément à trouver une solution pour empêcher ce qui lui arrivera inévitablement. C'est ici que Daniel Keyes renverse totalement la logique des jeux vidéo. Dans un RPG, plus on progresse, plus on se rapproche de la victoire finale. Charlie, lui, découvre que chaque nouveau progrès le rapproche de sa propre fin. Chaque livre lu, chaque théorie formulée et chaque découverte scientifique deviennent aussi un compte à rebours. Charlie résume lui-même ce paradoxe lorsqu'il écrit « L'intelligence sans la capacité de donner et de recevoir de l'affection ne mène qu'à la douleur. » Cette phrase résume probablement tout le message du roman. Daniel Keyes ne critique jamais l'intelligence. Il montre simplement qu'elle ne suffit pas. Sans relation humaine sincère, sans empathie et sans amour, les connaissances les plus extraordinaires deviennent incapables d'apporter le bonheur. C'est pourquoi Des fleurs pour Algernon n'est pas seulement l'histoire d'un homme qui devient un génie. C'est l'histoire d'un homme qui découvre que la plus grande tragédie n'est pas d'ignorer le monde, parfois de le comprendre trop parfaitement. Au début du roman, Algernon n'est qu'une simple souris de laboratoire. Charlie la considère presque comme une rivale lorsqu'ils s'affrontent dans les différents labyrinthes. Mais au fil du temps, leur relation change complètement. Charlie comprend qu'ils ne sont pas seulement deux sujets d'expérience, ils suivent exactement le même chemin. Le tournant arrive lorsque le comportement d'Algernon commence à changer. La souris devient désorientée, oublie les parcours qu'elle maîtrisait et perd peu à peu les capacités que l'expérience lui avait données. Alors que les autres chercheurs refusent encore d'accepter ce qui est en train de se produire, Charlie comprend immédiatement les conséquences. Algernon n'est plus seulement une souris, elle devient le reflet de son propre avenir. À partir de ce moment-là, Charlie cesse de chercher à devenir plus intelligent. Toute son énergie est consacrée à comprendre pourquoi l'expérience échoue. Il travaille jour et nuit, convaincu qu'il pourra trouver une solution avant qu'il ne soit trop tard. Pourtant, malgré son intelligence désormais supérieure à celle des scientifiques qui l'ont opéré, il finit par arriver à une conclusion terrible. Certaines choses ne peuvent pas être empêchées. C'est probablement l'un des moments les plus humains du roman. Charlie possède désormais un intellect exceptionnel, mais il découvre qu'aucune intelligence, aussi brillante soit-elle, ne permet de tout contrôler. Il comprend que la science a ses limites et que l'être humain reste fragile face au temps, au corps et à la mort. Lorsque Charlie démontre que l'expérience est condamnée à échouer, ce qu'il appelle plus tard le théorème d'Algernon-Gordon, il sait déjà que son intelligence finira par disparaître. Ce qui rend cette partie si bouleversante, c'est que le lecteur connaît désormais le compte à rebours en même temps que lui. Chaque page devient précieuse, car nous savons que Charlie est en train de perdre peu à peu tout ce qu'il a acquis. Au début, il tente de lutter. Il continue ses recherches, relit ses notes et cherche désespérément une erreur dans ses calculs. Mais progressivement, les premiers signes apparaissent. Il oublie des mots, fait de petites erreurs, puis son écriture recommence à se dégrader. Daniel Keyes reprend alors le procédé utilisé au début du roman. Les fautes d'orthographe réapparaissent peu à peu, sans jamais nous dire explicitement que Charlie régresse. L'auteur nous le fait ressentir à travers de son langage. Plus les phrases redeviennent maladroites, plus le lecteur comprend que le temps lui échappe. Le moment où Charlie décide de quitter New York est particulièrement émouvant. Il refuse que ceux qui l'ont connu pendant son apogée assistent à son déclin. Ce choix montre qu'il a conservé quelque chose d'essentiel malgré la régression, sa dignité. Il préfère partir avec les souvenirs de l'homme qu'il est devenu plutôt que de laisser les autres le regarder perdre progressivement cette partie de lui-même. La dernière demande de Charlie est devenue l'une des phrases les plus célèbres du roman. « Mettez des fleurs sur la tombe d'Algernon ». Cette phrase paraît simple, mais elle résume toute l'œuvre. Charlie ne pense pas d'abord à lui-même.
il pense à cette petite souris qui a partagé exactement le même destin que lui. Algernon n'était pas seulement une expérience scientifique, elle était le seul être capable de comprendre ce que Charlie traversait réellement. Au fond, Des fleurs pour Algernon ne dit jamais que l'intelligence est une mauvaise chose. Daniel Keyes montre simplement qu'elle ne suffit pas à rendre une personne heureuse. Charlie devient l'un des hommes les plus brillants du monde, mais cela ne guérit ni sa solitude, ni ses blessures d'enfance, ni son besoin d'être aimé. Le roman nous pousse alors à réfléchir à une question profondément humaine. Qu'est-ce qui donne réellement de la valeur à une vie? Est-ce notre intelligence, nos réussites, nos capacités à comprendre le monde, ou bien les relations que nous construisons avec les autres? Et c'est peut-être là que se cache la plus grande tragédie de Charlie Gordon. Pendant toute sa vie, il a cru qu'il devait devenir quelqu'un d'autre pour mériter l'amour et le respect. Il pensait que son manque d'intelligence faisait de lui un homme sans valeur. Pourtant, le lecteur comprend peu à peu que Charlie possédait déjà, avant l'opération, des qualités que beaucoup de personnages entre guillemets intelligents n'ont jamais. La gentillesse, la sincérité, l'humilité et une immense capacité d'empathie. L'ironie est cruelle. Charlie découvre enfin sa propre valeur au moment même où il sait qu'il va la perdre. Conclusion, au final, Des fleurs pour Algernon n'est pas simplement l'histoire d'un homme qui devient intelligent puis perd ses capacités. C'est l'histoire d'un homme qui passe toute sa vie à chercher quelque chose qu'il possédait déjà, la valeur d'être humain. Charlie pensait que son manque d'intelligence était la raison pour laquelle il était rejeté. Il croyait qu'en augmentant ses capacités, il pourrait enfin devenir quelqu'un d'important, être respecté et recevoir l'affection qu'il cherche depuis toujours. Mais son expérience lui montre une vérité beaucoup plus complexe. Devenir plus intelligent ne change pas forcément la manière dont les autres nous regardent. Et surtout, cela ne suffit pas à combler la solitude. Comme dans beaucoup de jeux vidéo, Charlie commence son aventure comme un personnage considéré comme faible. Il pense qu'il doit gagner des niveaux, obtenir des nouvelles compétences et devenir plus puissant pour mériter sa place dans le monde. Mais contrairement à un héros classique qui devient plus fort pour vaincre ses ennemis, Charlie découvre que le plus grand combat n'était pas contre son intelligence limitée. Son véritable combat était d'accepter qu'il avait déjà de la valeur. C'est ce qui rend son histoire si tragique. L'opération lui donne exactement ce qu'il désirait, mais elle lui révèle aussi que le bonheur ne se trouve pas uniquement dans la connaissance ou la performance. Elle lui apprend que l'empathie, l'amour et les liens humains sont parfois plus importants que toutes les connaissances qu'un esprit peut accumuler. Au fond, la question posée par Daniel Keyes n'est pas « vaut-il mieux être intelligent ou ignorant ?» La véritable question est « est-ce que nous avons besoin de changer qui nous sommes pour mériter d'être aimés ?» Et la réponse du roman est claire « non ». Charlie Gordon n'avait pas besoin de devenir un génie pour être une personne exceptionnelle. Il était déjà avant son opération, simplement parce qu'il était capable d'aimer, d'espérer et de chercher à comprendre les autres. C'est peut-être la plus grande leçon des fleurs pour Algernon. Parfois, nous passons tellement de temps à vouloir devenir quelqu'un d'autre que nous oublions de voir la valeur de la personne que nous sommes déjà. J'espère que cette vidéo vous a plu. On passe parfois énormément de temps à vouloir devenir meilleur, à vouloir être plus intelligent, plus fort ou plus intéressant, en pensant que c'est seulement après avoir changé qu'on méritera d'être accepté. Mais Charlie nous rappelle une chose importante. Notre valeur ne dépend pas uniquement de ce que nous sommes capables de faire. Avant d'être un génie, Charlie était déjà quelqu'un de bien. Alors peut-être qu'au lieu de toujours chercher à devenir une meilleure version de nous-mêmes pour prouver quelque chose aux autres, on devrait aussi apprendre à reconnaître la valeur de la personne que l'on est aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo et prenez soin de vous.